parler du carnaval aujourd'hui, je vais parler de Dionysos et de Nietzsche, puisqu'on est lundi, il faut que vous vous accrochiez, puis de Bruegel, puis de Watteau, puis de Hansor, et on conclura là. Il sera 14h. Non, j'ai compris que tout le monde a un truc à faire, il faut partir pour midi. Qu'est-ce qui est intéressant dans le carnaval? C'est un sujet extrêmement complexe. C'est pour ça que le traité en tant que tel, j'avais pensé au début que le rapport de la ville et du carnaval, le fait que dans un temps donné, à un moment donné, soit permis toutes les excentricités en public, fait que le masque, le costume, me semblait être un sujet qui était absolument artistique. Et en fait, il y a peu de livres sur le carnaval. Si vous étiez là dans les années 70, l'intérêt pour ce qu'on appelait alors le folklore, ce qu'a décrit, on va dire, les gens autour de Foucault, c'est-à-dire un mélange de sociologie et de philosophie pour savoir ce que signifiait dans des populations diverses le fait de défiler de cette façon. Et en fait, à part 3 émissions que vous trouverez en ligne sur YouTube de France Culture, qui datent justement des années 70, sur ce jeu du carnaval, il y a assez peu de choses qui ont été étudiées depuis. Assez peu de précisions sur le fait que ça ne soit pas qu'une fête chrétienne, ou que ça ne soit pas qu'en Europe. Cette idée de délire, on va dire, de possibilité d'être autre chose que ce que l'on est, d'être nu, que le corps qui soit montré, on s'en fout, on est gros, on est mince, on peut être à poil du moment qu'on a un masque. Et par exemple, au Brésil, qui est connu pour ça, et qui est une tradition catholique, à l'Ergomès, c'est pour ça que je voulais montrer ce photographe, on a aussi beaucoup de choses autour du sexe, autour de l'érotisme, parce que pendant le carnaval, tout est possible en fait. Si vous ne reconnaissez pas, c'est une forêt amazonienne, c'est un plan. Oui. Et la direction est en bas. Donc l'espèce de frénésie, en fait, on a beaucoup de livres aussi autour des interdits du carnaval, et c'est pas forcément de l'érotisme, ça peut être vraiment de la pornographie, donc c'est ça qui m'intéresse dans cette introduction, c'est qu'on est à la frontière d'art populaire, c'est-à-dire tout le monde fait n'importe quoi, on s'habille, on se costume, on se fait autrement qu'on est, y compris, puisque notre époque a évolué sur ce sujet, ça me servira de conclusion, on s'habille comme on pense que sont les sauvages, c'est-à-dire le carnaval au XVe siècle, c'est aussi une façon de s'habiller avec des plumes, avec des choses qui ont l'air, c'est la notion que je regarderai à la fin, c'est exotique. Voilà, vous comme moi, à une époque, les fruits étaient exotiques, et puis la notion d'exotisme, on en parlait avec Marie-Françoise Plissard hier, l'exotisme c'est péjoratif, c'est-à-dire c'est une sorte d'exo, c'est étranger, et puis dès qu'on fait une sorte de généralité, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément le plus valorisant possible. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette famille de carnaval qui a été très très présente dans les Flandres, qu'on retrouve dans le Nord, que je vais montrer, voilà, c'est cette image-là qui m'intéresse, c'est que si je vais un peu vite, parce que je suis un peu comme ça, c'est moche, et c'est au musée du Louvre. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'un humain est grand comme ça, c'est moche, vous allez me dire, c'est toujours pareil, c'est vrai, chacun son goût. Non, non, c'est moche. C'est exagéré, c'est excessif, on dirait une poupée. Mais c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément fait pour être beau. C'est fait pour incarner quelque chose et que tout le monde s'y retrouve. Et la plupart du temps, c'est cette transition qui m'intéresse très souvent entre ce qui serait l'art populaire, des gens qui aiment des choses, qui les collectionnent, des gens qui viennent de plusieurs horizons intellectuels et qui se croisent et qui fabriquent quelque chose ensemble pendant une année entière. Voilà, on a des géants qui viennent, il y a une influence des Pays-Bas espagnols vers le nord. On a à Douai des géants en 1530. La voilà de sortie. Et quand on regarde l'historique des géants de Douai, c'était une des plus anciennes en France. Voilà, il y a Madame Gaillan, après il y a Monsieur et Madame Gaillan, c'est les deux géants.
Et puis après, dans les années d'après-guerre, Ben. Voilà, ils ont la tête des gagnants, ils sont plus petits. Et puis vous voyez, ils ressurgissent en 2013 parce qu'il y a un enjeu qui serait compliqué à traiter, mais qui est intéressant à souligner, c'est que ça va être un élément fédérateur dans les fêtes de ville pour redonner envie à des tas de gens d'être ensemble. C'est-à-dire, dans certaines villes du Nord, les gens qui vont porter ces géants, parce qu'on est sur des choses qui font 450 kilos, hein. Donc il faut être 4 ou 6 en dessous, il faut le porter pendant toute une après-midi. Et en fait, c'est une tradition dans laquelle on s'inscrit. Et des gens du Nord inscrivent leurs enfants qui sont encore enfants, pour que quand ils seront adultes, ils soient des porteurs de géants. C'est-à-dire c'est un vrai cérémonial social de faire partie de ça. C'est une fierté, mais qui est difficile à classer pour des gens d'histoire de l'art. Voilà. Le point commun, c'est la fête. C'est un petit document, parce j'ai pas trouvé trop de livres sur ça. On est toujours dans le folklore, donc on est à la frontière de... Vous voyez, on est dans le sud de la France. Et il y a des animaux, des chevaux jupons, vous savez, la tête du personnage sort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de défiler, ils jouent avec le public. C'est-à-dire, il y a des endroits où ils entrent dans les bars, ils entrent dans les boutiques, et ils interagissent avec le public. Et donc chaque commune, récemment, hein, puisque vous avez vu, on est sur 2013, voilà, en Flandre, on a 1700 figures de géants. Et en Belgique, total, on estime à 2500. C'est-à-dire quelque chose qui s'est répandu énormément, qui sert un peu de lien social. Alors on voit bien l'utilité politique aujourd'hui, c'est-à-dire de fédérer autour de quelque chose qui serait laïque, qui serait commun, qui permettrait de faire la fête. Mais c'est pour ça que je montrais le Brésil. On n'est pas dans des fêtes où tout le monde est à poil. On n'est pas dans les fêtes de Dionysos qui est la source de ça. C'est-à-dire Dionysos est entouré d'assistantes, de ménades, c'est-à-dire de femmes qui sont censées être ivres et de gens qui portent des grands phallus. Si vous ne parlez pas le latin, le grec, phallus c'est une quéquette montée vers le haut. Puisque je dis, à chaque fois on ne me croit pas, mais le langage ça sert à ça, quéquette ça regarde vers le bas et bite ça regarde vers le haut. C'est-à-dire le mot lui-même ne décrit pas la même chose. Et donc la fête, l'ivresse de Dionysos, c'est aussi la fête du plaisir, qui disparaît dans ces personnages-là. Ils redeviennent un peu gentils, mignons. On ne sait pas forcément, c'est un point commun inattendu, mais vous savez peut-être que dans les débuts du graffiti, dans les années 70 aux États-Unis, sur les métros new-yorkais, on a des Popeye, on a des personnages qui viennent de la BD, qui viennent des films, des dessins animés. C'est-à-dire la culture populaire nourrit assez fréquemment par la marge la création, et puis petit à petit elle est récupérée par les artistes ou elle est transformée. Et c'est ça qui me semble intéressant dans cette question du carnaval. Parce que c'est bon enfant, on boit, on est autre chose que ce qu'on est, mais les artistes ne savent pas forcément qualifier ça. Et si c'est au musée du Louvre, c'est au musée du Louvre-Lens. Parce que quand on a ouvert le musée du Louvre-Lens, le commissaire, allez-y si vous avez l'occasion, parce que c'est une muséographie qui est vraiment très passionnante. C'est une pièce immense dans laquelle il n'y a pas de mur, et donc la chronologie sont les œuvres elles-mêmes. En fait, elles sont disposées du plus ancien au plus récent. Et donc on perçoit, quand on est devant le Castiglione de Raphaël 1515, on voit au loin l'œuvre du 19e siècle, où on voit sur la même ligne de l'art africain du 15e siècle aussi. Ce qui donne une espèce de spatialisation de l'histoire de l'art, c'est intéressant comme ça. Et donc le commissaire, le directeur du musée du Louvre-Lens a eu l'idée d'intégrer ces géants de Douai dans les collections. Et donc le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment cet art populaire peut entrer dans l'art tout court, parce que le problème est le même avec la joie et le fait que quand on fabrique des œuvres, on est plutôt dans un message sérieux, et que dès que quelque chose est joyeux, c'est aussi de la dérision, de l'ironie. Oui, lui, c'est le Bagnard, El Bagnard, 1890, et en face, comme par hasard,
Et le gendarme, ça fait quand même 5,20 m et 140 kg pour un seul porteur. Hein. Voilà, ils sont à côté et ils soufflent. Et le gendarme. Dans ce qu'on va voir, je vais montrer donc Dionysos puis Bruegel, on fera une pause. Et chez Ensor, qui est le peintre avec lequel je finirai, les figures viennent aussi de la commedia dell'arte, c'est-à-dire le mime, les figures assez marquantes des rapports sociaux. Ouais, le gendarme, le voleur, je crois qu'on voit bien le principe. Bref, ça commence mal, puisqu'il n'y a pas d'analyse qui permette de savoir ce que signifient ces figures. Je vous le montre vite fait parce que c'est assez mignon là. J'ai pas mis de son, c'est pas très grave. Voilà les porteurs. C'est vraiment. C'est pas de la rigolade. C'est tout net, quand même. Un petit peu, mais pas trop. Et c'est un des sujets qui va accompagner notre année. Voilà. Si on doit être joyeux, dès qu'on vous impose d'être joyeux, c'est un problème quand même. Ça devient beaucoup moins rigolo quand même. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est difficile à traiter, c'est que les peintres de la joie ne sont pas forcément les plus reconnus ou les plus valorisés. Et c'est ce qui m'intéresse en creusant Bonnard ou en creusant impressionnisme avec cet angle-là. Parce qu'ils ne sortent pas le même jour de la même façon. D'ailleurs, on a des gens qui sont absolument allergiques aux grandes fêtes comme ça. Vous avez un chanteur qui s'appelle Ours qui parle du carnaval des fanfares, qui dit que dès qu'il y a de la joie imposée comme ça le hérisse. Parce que c'est une contrainte. Tout est une contrainte, tout est codifié, tout s'organise pour être rigolo, et c'est cette intention aussi qui est compliquée à comprendre. Alors, il y a quelqu'un qui peut nous aider à comprendre ça, c'est le moment intellectuel de cette conférence, accrochez-vous. C'est lui, dont je ne parle pas souvent, mais que je connais bien, parce que je l'ai pas mal étudié dans ma vie, puisque je suis prof de peinture, dessin et danse de salon, mais aussi de philo. C'est que ce Nietzsche, alors ça se traduit différemment, il y a la naissance de la tragédie, ou l'origine de la tragédie, c'est son premier livre, et à part avoir des qualités moustachiales importantes. Voilà, il le publie en 72, Wagner va adorer ça, il a l'idée que Wagner va être une espèce de modèle de la transformation de l'opéra, et ce que je vais vous montrer, c'est juste ça. En fait, on comprenait l'Antiquité grecque comme quelque chose d'organisé, serein, une sorte de pensée où on a en modèle Socrate ou Platon, c'est-à-dire tout est organisé sur la raison. Les choses, les sentiments, les sensations, puisqu'on parlera de ça la prochaine fois sur les natures mortes, voilà. Le goût, le fait d'avoir de l'appétit, le fait d'avoir envie de quelque chose doit être coaché, cornaqué par la raison. La raison, dit Platon, c'est les rênes qui tiennent le cheval de la passion. Donc on met de côté à première vue tout ce qui est le corps, dit Nietzsche, tout ce qui est la sensation, parce que dès que vous avez mangé une cacahuète ou une chips, vous avez envie d'en manger une seconde, et votre cerveau vous dit mais raisonne-toi, et votre corps dit à qui tu parles, et c'est une lutte incessante en fait. Mais on a plutôt l'idée que la Grèce serait plutôt l'organisation de cette sagesse,
Et Nietzsche, il dit, en fait, non. Il y a deux logiques qui s'entrelacent dans la tragédie. Donc d'un côté, c'est ça qu'on avait plutôt mis en avant à Apollon, c'est-à-dire la beauté et l'apparence, plutôt les arts visuels. Et lui, il dit, il y a autre chose, c'est il y a Dionysos de l'autre côté, qui est l'envoûtement musical. Et envoûté, la raison disparaît. Pour faire court, si vous avez peur de vous endormir sur l'explication qui suit, tout ce que Nietzsche dit, c'est que ça va être binaire continuellement. Rien ne s'explique par une chose, tout s'explique par une coordination, affrontement, retournement d'une chose contre l'autre. Et si je le fais encore plus simplement, c'est parce que c'est pas facile d'expliquer simplement un truc qu'on n'est même pas sûr de comprendre. Vous voyez, les arts martiaux, c'est toujours une contrainte avec une autre, c'est-à-dire je prends le mouvement de quelqu'un d'autre et je le transforme en chute. Et notre société occidentale s'est construite plutôt sur quelque chose qui est arrêté. Par exemple, si on prend des exemples que les ethnologues ont beaucoup analysés, vous voyez, on va prendre des animaux, des papillons, on les tue, on les punaise et on les regarde. Et il y a des sociétés entières qui disent nous ne pouvons pas comprendre l'animal sans son milieu autour de lui. Il faut qu'il bouge en fait. S'il est épinglé, c'est pas un animal, c'est fini. Tout ce qui est l'animalité a disparu. Et donc c'est à l'intérieur de quelque chose qu'on va pouvoir regarder ce qui se passe. Et l'Asie, par exemple, n'a pas de notion de portrait parce qu'on est en continuelle transformation. On ne peut pas fixer avec une image peinte le visage de quelqu'un puisque nous sommes continuellement une chose et autre chose. Et donc ce que Nietzsche propose, c'est la source, c'est Héraclite, c'est-à-dire nous sommes continuellement un oui et un non. Nous sommes continuellement une chose et sa transformation. Et c'est très stimulant pour l'esprit, parce que déjà, une catastrophe entraîne un avantage. Tu as appris quelque chose, comme la sagesse populaire le dit, je perds jamais, soit je perds, soit j'apprends. Et en même temps, cette espèce de binôme, pour Nietzsche, c'est une façon de regarder toute l'histoire de la philosophie autrement. C'est-à-dire, voilà, la connaissance arrête l'action, et en fait, pour agir, il faut qu'il y ait de l'illusion. Et ça va avec tout le monde, hein. Et là aussi, vous auriez dû venir, mais on va le mettre en ligne après. Toute la carrière de la grande Marie-Françoise Pissard. Voilà, ici, qui est cachée dans la salle. On lui demande pourquoi tu as été en Chine. On m'a proposé, je ne savais pas comment faire, je l'ai fait. Voilà. Illusion. C'est-à-dire que pour faire, il ne faut pas trop savoir. Et puis là, vous pourriez dire, c'est l'intuition. Et c'est toute la difficulté de ce que va mettre en place Nietzsche, c'est-à-dire il y a un rapport entre l'ivresse de savoir et le savoir qui est posé. Il y a un rapport entre l'amour, la mort, si on le dit de cette façon-là, ou la construction, la destruction qui recommence tout le temps. Alors, si l'avantage de Nietzsche, sauf pour la naissance de la tragédie et ainsi par les Zarathustra qui est illisible, il écrit des phrases très courtes, il fait des tout petits paragraphes. Et l'avantage immense d'Héraclite, c'est qu'on a à peu près, dans mon souvenir, 30 phrases de lui, c'est à peu près tout. Spécialisez-vous dans Héraclite, c'est bien plus simple. Et c'est lui qui va, alors je peux le résumer d'une phrase de lui d'ailleurs. D'ailleurs, si vous pouvez liser la traduction par votre ligne, c'est le meilleur. Héraclite dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire quelque chose, la vie est une sorte de flux continu. Donc on comprend bien ce que ça peut détruire de la pensée occidentale. Voilà, parce qu'il dit, en fait, son enjeu à lui, c'est que le pessimisme général de la fin du 19e siècle, ça va nous faire du bien aujourd'hui, parce qu'on est dedans aussi, fait qu'on est continuellement obsédé par la destruction de notre société, et il dit, s'il y a destruction, il y a construction. Ah ah. Voilà. Et qu'on peut, ça va encore plus loin, donc Dionysos et Apollon, c'est l'un avec l'autre qui fait la tragédie grecque. Il y a une construction de scène, et puis il y a sa destruction, où il y a une folie, où il y a quelque chose qui arrive et qui reprend. Ceux qui feraient, c'est pas mon cas, mais qui apprennent le théâtre, vous savez très bien qu'il y a un texte, et puis il y a aussi la façon dont vous allez traverser ce texte, sa musique, le fait que je vous lâchiez le texte justement, qu'on est continuellement traversé par ça. Et ça permet à Nietzsche donc de résumer comment la tragédie s'est créée, c'est ça qui va passionner Wagner, puisqu'il travaille sur le théâtre et l'opéra, mais aussi penser par binôme au lieu de penser par une chose, et penser son époque au travers du pessimisme, et le plus intéressant de tout,
c'est que par l'art, par cette intuition, par cette illusion, on peut connaître et découvrir des choses bien plus supérieures que la connaissance. Ah. Et là, c'est un artiste qui vous le dit, ça veut dire fuck les scientifiques. On sait plus de choses que vous. Et si on y va un peu fort, parce que ça c'est une phrase qui est redoutable, l'imagination est un moyen de connaissance. Et ça raconte quelque chose des arts populaires et du carnaval et de son illusion et de la transformation par l'ivresse. En fait, l'ivresse, c'est pas forcément picoler, ça peut être danser, ça peut être... L'imagination peut pressentir des choses qu'on ne voyait pas autrement. Alors, si on regarde des images, ce sera plus court là, de Dionysos, il est... Alors, vous allez me dire, comme d'habitude, que vous n'arrivez pas à lire ce qui est ici. Bon, d'accord. C'est du 6e siècle avant notre ère. Il a toujours cette petite tasse qui lui sert à boire, puisqu'il est le dieu du vin et de l'ivresse. J'ai choisi des images sur des cratères ou des vases où on voit que Dionysos est beaucoup plus gentil et mignon que prévu. D'ailleurs, des gens ont étudié aussi le fait que la figure du Christ, qui arrivera bien plus tard, là on est en 300 avant notre ère, est bien sûr inspiré d'Apollon et de Dionysos. Oui, Dionysos n'a pas de barbe, pas toujours. Là oui, là non. Pas du tout. Et je vous signale que le Christ au début n'en a pas non plus, dans les premiers arts chrétiens. Il a l'air cool d'ailleurs. Ça a l'air cool d'être grec. Voilà, il est entouré de ménades. Ça aussi, on a changé la façon de regarder ça, c'est que pendant longtemps, les femmes qui l'entourent sont échevelées, ivres. Et parce que ça représenterait, ça a été interprété comme ça, mais on change la façon de le regarder. C'est pas ce qu'on vous demande, les filles, d'être ivre, échevelé et d'aimer le sexe. On vous demande d'être un peu raisonnable et que la soupe soit chaude quand on rentre. Et donc on a interprété souvent cette construction mythique, un peu comme une sorte d'envie d'ordre social pour montrer, on va le voir chez Bruegel, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Puisque si c'est l'inversion de la raison, ça veut dire qu'il y a un ordre, que les choses doivent être faites comme ça ou comme ça, et que le carnaval, c'est l'occasion de retourner cet ordre. Mais donc, le carnaval parle toujours de ce qui doit être ordonné. Oh, il est en train de boire à nouveau. L'endroit où vous verrez le plus de vases grecs si vous n'allez pas au Louvre, c'est toujours au même endroit, c'est le petit palais qui est gratuit. Et on entre par le bas, ça coûte rien. Et il n'y a personne qui regarde des vases grecs, évidemment. Parce qu'il faut lire des trucs pendant des heures. Donc mon petit conseil beauté, vous entrez au petit palais, vous lisez 40 minutes et vous allez manger au café qui est dans le fond, qui coûte cher mais qui est très beau. Vous me devez 1 euro. Le dieu de la vigne, donc. Et à gauche, des satyres qui dansent. Alors là aussi longtemps, c'est pas du tout une généralité, hein. Les artistes sont exclus du monde social. Je vous rappelle que, ça a l'air d'être des comparaisons inattendues, mais quand la pomme de terre arrive en Europe, venue du Pérou, elle est une racine, un tubercule, et donc elle n'est pas digne d'être mangée. Quand elle arrive en Espagne, elle n'est pas du tout consommée. Elle est réservée aux mendiants, aux prostituées et aux comédiens. C'est-à-dire tous ceux qui sont à part de la société, c'est leur job d'être pas dans le moule de tout le monde et de montrer ce que cette déraison a comme avantage et aussi comme valorisation de ce qu'il ne faut pas faire. C'est toujours pareil, voilà. Tu peux être ivre, mais pas trop. Et je comprends ce jeu d'Apollon et Dionysos, c'est inattendu de les convoquer là, mais un des endroits où il y a le plus d'ordre, c'est l'Angleterre quand même.
et c'est quand même les meilleurs en humour absurde et en construction délirante. Qu'on mette Mr Bean ou les Monty Python, je veux dire, ça va quand même assez fort, assez loin. Mais c'est un pays qui a des barrières au-dessus des jardins grandes comme ça. Je veux dire, un Français ne peut pas comprendre ça. Il pense que c'est un truc à enjamber. Parce que l'obstacle du grillage est dans la tête des Anglais. C'est-à-dire l'ordre est beaucoup plus imposé, beaucoup plus structurant. Le rapport à la loi est beaucoup plus fort. Le rapport du corps à la loi, ce que tu as le droit de faire, est beaucoup plus fort. Nous, on fait n'importe quoi avec nos corps, et donc il y a un ordre qui est plus présent. D'où notre grande fascination pour les gendarmes. Voilà. J'ai pas dit, mais c'était implicite, le masque. C'est-à-dire que le masque va être une occasion de création avec tous ces faux semblants qu'on va voir dans les tableaux d'Ensor, puisque sa mère, Ensor, était vendeuse de masques de carnaval. Et chez Watteau aussi, c'est-à-dire la figure du comédien qui est toujours double. Parce que vous savez sans doute que ce qui est génial dans un masque, qu'on soit un enfant ou un adulte, c'est qu'on est masqué, donc on peut faire n'importe quoi. Ah, c'est le plaisir de... Aujourd'hui, on ne dit plus déguisé d'ailleurs, on se costume. Mais je m'habille en femme, je joue à être une femme pendant un temps donné, ce que je ne suis pas. Et c'est juste rigolo. Et on me dit que je suis une très belle femme, ça me fait très plaisir. C'est-à-dire que le masque est une façon de se dissimuler, mais aussi une façon de raconter par le masque que j'ai choisi. Si je prends Popeye ou si je prends un satyre, le masque qui me masque dit quelque chose de ce que je veux raconter aux autres. Voilà, si je mets un masque de Emmanuel Macron, ça veut dire quelque chose. Et donc cette histoire de masque et de façon de jouer avec ce qu'on voit et ce que l'on ne voit pas est tout à fait parlant. Là, nous avons un Silène qui est celui qui nourrit Dionysos. Parce que Dionysos, dit Nietzsche, c'est le dieu oblique, c'est-à-dire celui qui ne va pas droit. Apollon, c'est le dieu de la rectitude, c'est le dieu de l'organisation de la ligne droite. Et c'est pour finir sur ce sujet, voilà, ça s'appelle ityphallique. Alors maintenant que vous connaissez le mot, ity, ça veut dire rentrer maison. Non, je plaisante, ça veut dire dresser. Ah, on n'est pas loin. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est pour que vous n'ayez pas l'impression que je suis juste un prof qui profite de son statut pour montrer des quéquettes à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Là, on a des temples à Délos avec des bites. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a juste que cette Grèce-là, on la montre très peu parce qu'on a une Grèce qui est bien élevée, qui est organisée. Et donc, c'est pour ça que le travail de Nietzsche est intéressant, c'est qu'il dit cette espèce de folie, elle fait partie du monde grec, tout le temps. Et le résumé de tout ça, voilà, c'est pas... Vous devinez que quand il dit « ce qui m'importe, c'est l'éternelle vivacité, pas la vie éternelle », il s'adresse aux chrétiens. C'est-à-dire que le calcul que Nietzsche refuse aux chrétiens, c'est qu'il dit « les chrétiens disent qu'il y a une vie après la mort et qu'elle est belle », et lui, il dit « ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette vie maintenant. Parce que si vous n'avez pas bon, eh ben, on a loupé le truc. » Ce qui est une question qui passionne les chrétiens aussi, évidemment, qui fait qu'il va être beaucoup discuté, qui va être un énorme scandale. Mais le jeu entre vie et vivacité autour de l'éternité est très passionnant. Voilà. L'éternelle vivacité, c'est se combattre quelque chose contre son contraire, qui fait qu'on ne peut pas définir une chose définitivement, et que c'est toujours un jeu de contraire, d'assemblage et de désassemblage. Vous avez survécu, c'est pas mal. C'était le plus difficile. Ça va. Je ferai une toute petite pause à 11h, comme ça ceux qui veulent partir à midi seront partis. On peut commencer, on n'y prend pas. Oui, je pas dit ça. Oui. C'est ça. Oui, c'est la semaine prochaine, un café. Vous connaissez sans doute le travail de Bruegel, parce qu'on le voit beaucoup quand on achète des puzzles. Et que la façon dont il montre des personnages de la vie de tous les jours, on est en 1568, et sauté dans le temps, et que le tableau principal qui nous intéresse vient de passer là. Voilà. Le combat de carnaval, là, contre Carême, là, avec beaucoup de personnages.
C'est-à-dire ce moment où, par le carnaval, vous savez qu'il y a peut-être des gens qui ont fait leur caté, qui vont m'aider. Carnaval, c'est la fin de la viande. Oui, d'accord. C'est la fin du carême. Carnaval, C'est avant. C'est avant. C'est un mardi. Et le lendemain, c'est Voilà. Le carême, c'est consommation de poisson, sans viande. Toute la partie qui est là et qui va vers l'église. Et le carnaval, c'est monsieur-là qui a un cochon, un poulet, des saucisses, et comme symbole, parce que ce sont les bouchers qui, pendant 40 jours, vont arrêter de travailler, puisqu'il n'y a plus de viande. Ils vont dans les champs tuer les bêtes et les préparer. Il a une sorte de grande côtelette préservée. Sur cette partie qui est là, qui nous amène sur l'auberge et sur les danses un peu folles. Le Bruegel qu'on connaît, il est celui justement qui montre ces corps curieux, bizarres, estropiés, et qu'on voit plutôt de cette façon-là. Alors c'est là où c'est frustrant pour vous et pour moi, c'est que comme j'ai choisi de montrer 4 artistes autour du carnaval, je vais être obligé d'être court, mais ça m'arrange aussi parce que c'est des livres entiers pour essayer de comprendre ce qui est ici. Sur le fait que Bruegel, on a à peu près 40 œuvres identifiées, on a sa maison dans les Flandres, une vingtaine de dessins authentifiés. On est en... Il n'est pas là, si. On est autour de 1560. Pour rappel, la deuxième Renaissance 1515 de Raphaël, Léonard, Michel-Ange, et la première 1450, la peinture flamande et je sais pas, on va dire Uccello. Et donc je suis en 1560, donc je suis après cette Renaissance. Et ce qui est intéressant chez Bruegel, c'est que c'est à la fois un lien à la Renaissance, le fait de s'intéresser au monde extérieur, le fait de peindre de façon beaucoup plus réaliste les corps, et en même temps c'est la fin de ce Moyen-Âge dans lequel on a des représentations métaphoriques, de proverbes, de choses qui cherchent pas à être réalistes. Parce que, une remarque de peintre qui peut être utile, une des œuvres qu'il fait connaître, cette adoration des mages, est structurée comme une tapisserie. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'éléments qui sont les uns à côté des autres, pas une espèce de cohérence spatiale comme la Renaissance va le fabriquer. Un élément qui fait qu'on est du dessus et du dessous Marie-Françoise. C'est-à-dire qu'on voit le sol et en même temps on voit l'horizon. On est en dessous et on est au-dessus. C'est ce qui permet de faire une unité avec tous ces gens. Imaginez-vous un instant qu'on soit en face d'eux, on verrait les 2 premiers personnages devant et le reste est bouché en fait. Et imaginez-vous qu'il n'est pas sur une tour ou un deltaplane en train de regarder du haut. Donc c'est une image complètement construite et en fait c'est le sol qui donne l'unité. On le voit dans toutes ces peintures. Voilà. Et si vous faites des puzzles, vous triez tous les morceaux beiges, ça va bien vous aider. Déjà, parce que c'est le sol. Et je redis, on voit du dessus et on voit du dessous. C'est-à-dire que la perspective n'est pas cohérente comme le fera la Renaissance. Après, la perspective cohérente, en vrai, on s'en fout. Ce qui importe au peintre, c'est que ça soit lisible. Voilà, le combat du carnaval et de carême, 1559. Mardi gras. Alors, ils ne sont pas tous d'accord. C'est carnet, viande, et val, va-t'en. Adieu à la viande. Et donc, on a 2 défilés rivaux d'un côté et de l'autre. Voilà. Le plaisir, l'auberge à gauche, et le religieux, la restriction. Ce qui est intéressant et qui ressemble à cette question du carnaval, donc, normalement, si j'ai bien fait le travail, vous comprenez qu'on est dans un binôme qui oppose 2 choses, et que, je sais pas vous, mais lui a l'air plus rigolo que lui,
Je me sens plutôt boucher que poissonnier, moi, sur cette histoire, mais même s'il y a profusion, c'est-à-dire que cette lutte n'est pas finie. Vous voyez, ils ont des lances, hein, comme s'ils allaient s'affronter. Et ils sont tirés ou poussés sur des chars. Donc cette idée de construction par binôme, elle se retrouve dans la peinture tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des personnages estropiés, et puis on a des personnages qui dansent. Voilà, ici, parce que la source de cette image, elle vient d'une structure qui est très connue dans... Voilà, ça s'appelle le mariage de Mopsus et Nisa, ou les fiançailles malpropres. C'est-à-dire que la tradition qui s'installe doucement, alors comment une tradition commence et qu'est-ce qu'elle signifie, c'est très compliqué. C'est ça une culture, hein, c'est-à-dire il y a un sens qui se fabrique, et tout le monde trouve ça bien, et petit à petit on se copie les uns les autres jusqu'à ce que ça disparaisse. En gros, c'est quand, par exemple, un homme plutôt vieux épouse une très jeune femme, ça se fait moins, et donc il va y avoir une espèce de danse des villageois autour. C'est pas forcément gentil, hein, le carnaval aussi, puisque je vous ai dit que c'était toujours un bilan. Et donc, par exemple, si cet homme plus vieux épouse cette femme très jeune, on va faire une sorte de charivari, je sais pas, comment ça s'appelle quand on... Casserolade. Cassonade, c'est le sucre. C'est-à-dire, on tape, tout le monde vient en bas de la maison, on les fait sortir. On met ce vieil homme, on met la jeune fille sur un âne, on met le vieil homme sur un âne, mais tourné vers la queue, et on les promène dans la ville. Les mecs, ils sont contents. Hein. Tiens, on se fout de leur gueule, tout le monde tape, tout le monde chante, et une fois que c'est fait, ils entrent dans l'espace social, on n'en parle plus. Et une espèce d'organisation qui est très bizarre. C'est pour ça que j'insiste sur ces fiançailles malpropres, c'est que le groupe social, il dit aussi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si toi, tu es différente, ben, j'ai pas envie spécialement d'être assis sur un âne de la queue tournée vers l'extérieur. Et donc, le groupe social va décider par la danse et par la fantaisie. Ils sont là, en fait. Vous voyez cette figure-là, à gauche, là. Il y a une tente, ils sont en train de danser, et des étudiants sont en train de jouer avec des instruments comme des grilles de four, des crécelles, des choses qui sont complètement fantaisistes. Sur le même modèle que ça. Car si vous êtes déjà venu dans ces cours, vous savez qu'on parle depuis le début du XXe siècle de migration des images, c'est-à-dire on s'intéresse au fait qu'une gravure a été piquée par un autre artiste qui a repris, et que cette notion d'auteur original, elle ne va venir qu'à la Renaissance. Et encore, elle se discute. Donc chez Bruegel, ce jeu permet, c'est ça que j'ai passé un peu vite, c'est ça qu'on peut aller regarder de près. Vous voyez, on a des peintures selon des suiveurs, ou qui seraient avant. D'espèces de farandoles. J'ai oublié de dire que vous avez peut-être pensé à Jérôme Bosch qui est avant. Celui qui joue avec la folie aussi, avec des gens qui ont des trompettes dans les fesses et qui défient le diable. Bruegel commence avec des choses comme ça. Il y a 3 périodes dans son travail, des choses plus organisées, moyenâgeuses, des rituels de vie de village et à la fin plutôt des personnages uniques sur fond simple. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse aussi, qui s'appelle Le monde des proverbes. Non, les proverbes flamands. Voilà, je vais y arriver. On a une version. Il y a beaucoup de choses en Autriche et en Belgique. Une version avec des petites figures qui sont 12 proverbes. Et donc chaque personnage exprime, signifie un proverbe qu'on a un mal fou à retrouver. Parce que, ça revient à la question centrale de ce que je vous raconte, c'est que les proverbes, c'est de la philosophie et de tous les jours pour tout le monde. Qui ne veut pas dire forcément, parce que la sagesse populaire, c'est bien gentil, mais ils font n'importe quoi aussi, les populaires. Ouais, c'est parce que qui d'ordine, c'est pas vrai. Hein.
C'était inscrit sur une auberge et puis c'est devenu c'est-à-dire celui qui dort dîne. C'est pas du tout si vous voulez faire un régime, faut pas faire ça en fait, c'est une connerie. Maintenant ça s'appelle le jeûne intermittent, mais c'est la même arnaque. Le principe, c'est que la sagesse populaire, ça serait une sorte de philosophie pour tout le monde. C'est aussi vrai que ça fonctionne. Il y a des tas de choses qui font réfléchir au monde autour de nous. Et c'est la même question que celle de l'art populaire et de l'art savant. Elle est passée par là. Les proverbes flamands, c'est une toile qui est... vous voyez, elle fait 1m17 sur 1m63, c'est quand même assez important. C'est peint à l'huile. C'est rempli de détails tous plus beaux les uns que les autres. Je regarderai ça dans 2 cours de plus près. Et vous connaissez un proverbe flamand facilement, voilà. Se cogner la tête contre les murs. Donc on a cherché des illustrations, si ces tableaux étaient une sorte d'illustration de mythe ou de pensée religieuse, parce que ça paraît très curieux pour nous que chaque petite scène soit différente de l'autre, et que ce soit une sorte d'inventaire de plein de choses différentes. Voilà, porter l'eau et le feu. Mais ça correspond à ce que je vous raconte, c'est-à-dire une tension entre une chose et son contraire. Et là aussi, Marie-Françoise Plissard fait dans ses images des images plus compliquées pour que tout le monde s'amuse à chercher et à interpréter. C'est d'ailleurs en voyant ça que j'ai compris ce qu'elle faisait. Voilà, on peut mordre des poteaux. C'est un inventaire de plus de 70, voilà, on a 80 proverbes qui seraient dedans. Le tableau est à Berlin. Il y a des générations de gens qui se sont cassés la tête pour les trouver, et je vous en ai pris 3 seulement. Voilà, porter l'eau d'une main et le feu de l'autre, ça veut dire cancaner. Mordeur de pilier, c'est être un faux dévot. Se cogner la tête contre le mur, et puis on n'avait pas vu, mais une chaussure d'un côté et un pied nu, l'équilibre est primordial. Bon, c'est la malhonnêteté du prof, c'est-à-dire que ça correspond exactement à ce que je vais vous montrer, que tout est équilibre entre 2 choses. Ce ne serait pas forcément le cas partout. Bref, le carnaval montre des gens différents, montre des corps qui ne devraient pas être montrés. Et ça, si vous avez en tête le cinéma de Jodorowsky, c'est du cinéma d'Amérique du Sud où il fait jouer des comédiens qui ont des moignons, c'est très curieux. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé avec les Jeux paralympiques. Hein. On voit des trucs, ça a l'air pas politiquement correct ce que je dis, mais ça fait bizarre de voir des gens avec des moignons, parce qu'on ne les voit pas habituellement. Ils sont masqués, les moignons. Il y a un présentateur télé que j'ai vu qui est assez mignon, et, parce qu'on aurait l'idée que c'est plus intéressant qu'il les masque en fait. C'est le cas de le dire, qu'il y a un morceau caché, en fait ils sont montrés en tant que moignons, et donc ça nous fait bizarre de voir un corps qui est différent. Et c'est ce que fait le carnaval tout le temps. C'est-à-dire de montrer ce corps qui, quand il mange autre chose, change. Ce corps qu'on doit contrôler en arrêtant de manger à un moment donné, par contrainte religieuse pour que ça signifie quelque chose. Je vous signale que le ramadan, c'est exactement la même chose. Et que carême comme ramadan, petit à petit, on a des techniques pour manger, pour se restreindre, pour s'économiser. Mais ce qui est assez intéressant chez Bruegel, c'est qu'on a pour la première fois, et c'est ça qui n'est pas Renaissance, ou en tout cas qu'on met du côté de la Flandre avec tort, parce que Bruegel, il se forme en Italie, avec des peintres de miniatures italiens. C'est-à-dire des petits tableaux dans lesquels on voit plein de détails de plein de choses, en très petit. Et donc on a l'occasion de voir comment s'habillent les paysans, à quoi ils jouent, quelles sont leurs danses, et comment ils vivent. Alors c'est ça qui est très nouveau et qui n'est pas très Renaissance, c'est vraiment pas un truc que ferait Michel-Ange ou Raphaël. C'est pas grave, hein. Ils sont bons dans autre chose. On a baissé de niveau, on voit plus du haut. On est sur le sol. Et on est en train de changer de période. C'est à Vienne, c'est des peintures qui sont un peu grandes quand même.
Quelquefois, elles sont sur toile, et ça c'est le principe de la Renaissance aussi. Quelquefois, elles sont sur panneaux de bois. Ah, mais j'ai oublié un truc important, parce que c'est quand même l'heure de vous dire ça. Derrière le boucher, j'ai parlé de Foucault parce que l'histoire de la folie, c'est porter des chapeaux, rire comme un débile, avoir un truc dans la main et un autre, par exemple. Cette dame porte un vase et une bougie. Nous n'avons pas d'explication, on pense que c'est la déraison. Mais ce qu'elle porte qui est important, c'est qu'elle a des gaufres. Et c'est bon, les gaufres. C'était ce que je voulais dire. Oui, et c'est pour ça que j'avais mis une gaufre là. Et je vous signale que c'est facile à manger, mais c'est pas facile à peindre. Ça me tente. D'ailleurs, il y a des élèves ici de dessin, on pourrait dessiner des gaufres, et c'est pas commode. Voilà, il est tellement ivre qu'on le pousse avec les cochons. C'est à la fois drôle et c'est pas super marrant, voilà. On va le voir avec Franz Hals et avec la peinture flamande, voilà. Et puis, je l'ai pas dit non plus, mais et puis on évite les implicites. Mais évidemment que ce jeu de masque, c'est le monde des enfants. C'est-à-dire que c'est le monde des jouets qui fait qu'on se déguise, qui fait qu'on joue avec rien du tout, qui fait que ça fait un grand écart. Mais Héraclite, qui est la source de Nietzsche, dit Dieu est un enfant qui joue au dé. Ce qui est une façon de dédramatiser Dieu intéressante. Voilà, le monde du jeu, il y a quelque chose comme Où est Charlie, hein. Chaque personnage est séparé des autres pour la lisibilité. Et c'est le seul qui fait vraiment l'unité. Entre tout. Voilà, la deuxième partie du travail de Bruegel est plutôt autour des moissons, autour des saisons et de la vie régulière, et donc plutôt d'un ordre moral. Ça déconnait plus au début de sa carrière, et après ça redevient sage. C'est aussi la sagesse du calendrier, c'est-à-dire des saisons et des activités qui vont avec. On a un équivalent, nous, c'est les Riseurs du Duc de Berry, hein, c'est-à-dire l'organisation de la vie de tous les jours. Et puis on a quelque chose qui est assez beau, c'est, qu'on verra la prochaine fois, c'est la gourmandise. Voilà, c'est-à-dire le plaisir de manger qui ne va pas jusqu'à l'ivresse. Ah ben on l'a retrouvé, la source des Jeux Olympiques. J'en dis un mot d'ailleurs parce que, évidemment que un Philippe Catherine tout bleu semi à poil, ça fait parler parce qu'on est dans une cérémonie officielle avec tout le monde. Mais il y a quelque chose qui va bien à Philippe Catherine et aux Français, c'est de faire n'importe quoi. Et avec l'humour de changer l'ordre des choses, en fait. Parce que je vous signale que tout le monde a dit, oui, les culs pincés se choquent parce que c'est une sorte de scène christique. Oui, c'est aussi une scène christique, je veux dire, même si on a trouvé le tableau il doit être à Valenciennes, non qui est un Dionysos en train de faire un banquet. Évidemment qu'un banquet avec des gens autour, c'est le Christ. Et que c'est le jeu de réponse et de retournement. Et donc pour faire chier les conservateurs. Et évidemment qu'ils ne l'assument pas en disant que c'est pas ça, mais c'est ça et c'est l'inverse. C'est normal. Parce que je vous signale, c'est quand même... il faut écouter les paroles des chansons, hein, mais Philippe Catherine chante tout nu. D'ailleurs, on le fera juste après la pause. Hein. C'est une façon d'être détendu. Il dit si on était tous tout nus, il n'y aurait pas de guerre. Et la naïveté de cette phrase, elle est merveilleuse parce qu'on est aussi, vous voyez, on parle de la joie. C'est vrai ça, après tout, quand on est tout nu, il n'y a plus de séparation sociale normalement. Enfin, les corps ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas abîmés pareil. Mais Philippe Catherine ajoute quand même, lors de la cérémonie, que quand on est tout nu, on ne peut pas cacher d'armes. Je ne sais pas si vous écoutez les paroles, parce que c'est vraiment dans sa chanson, parce qu'il a le temps de faire 4 phrases. Et il dit, vous pourriez cacher une arme quelque part si vous êtes tout nu, vous avez une idée derrière la tête, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas un peu gras, hein, c'est très... C'est une mauvaise idée, c'est vrai quand même. Mais Philippe Catherine ne peut pas être tout nu en érection comme un vrai Dionysos.
mais il est dans une sorte de plat qu'on découvre comme si on allait le bouffer. Et c'est, je pense, le meilleur moment de cette cérémonie, parce qu'il y a quelque chose de drôle, parce qu'il est comme un personnage naïf. C'est pour ceux qui aiment Philippe Catherine, ou en tout cas on peut se laisser séduire par lui, parce qu'il dit des choses tellement simples, tellement presque enfantines, et en même temps il dit continuellement des choses qui sont pas si sottes que ça. Voilà, ça c'est la troisième période du travail de Bruegel. Et c'est le moment de la pause, puisqu'il est 11h01.